J'avais 12 ans. On ressemblait à n'importe quelle famille. Ah oh merde, les flics! Descendez tout de suite de ce camion! Mon père a juré qu'il mettra plus jamais les pieds au commissariat. Ah bon? Pourquoi? Il a quelque chose à se reprocher? Lui? Non. Mais il dit que vous, oui. C'est un projet que j'avais sous forme de bande dessinée qui est mon art, c'est mon métier, pas le cinéma ni l'animation. Et j'avais besoin de raconter cette histoire parce que je pensais qu'elle aurait une portée forte. Ça raconte voilà, des enfants dont je suis et mes frères et sœurs qui avons grandi dans une famille de rescapés de la Shoah. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait? En quoi notre vie a-t-elle été différente de celle des familles qui n'ont pas connu, qui n'ont pas eu ce passé? Quand j'ai fini ce livre et qu'il est paru chez Dargaud, que j'ai fait avec mon éditrice Gisèle Dehaene, qui m'a vraiment beaucoup soutenu pendant tout le projet, c'était mon premier livre, pour moi c'était la fin. C'était vraiment, quand j'ai écrit le mot fin, c'était pour moi la fin d'un projet, la fin de quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et le publier chez Dargaud, qui n'est pas le moindre des éditeurs de BD en France et dans le monde, j'étais vraiment satisfait, content que, voilà, que ça existe, parce que voilà, on est un peu la voie qui va permettre de prolonger les témoignages que nos parents ont fait ou n'ont pas fait. Pas tous les survivants m'ont parlé. Pourquoi on n'a jamais vu ni ton père ni ta mère? Je sais que ton père s'appelle Joseph Kishka. Oh là là, mais c'est encore ta mère qui parle trop. Non, c'est pas elle. C'est nous qu'on voudrait savoir. Mais savoir quoi? On sait que t'es allé à Auschwitz. Je vous interdis de prononcer ce nom à la maison. C'est ça, la vie d'une famille en général. C'est l'histoire des parents qui se mélangent sans se mélanger à l'enfance des enfants. Et c'est toutes ces collusions entre une innocence qui est là, qui est drôle, qui est parfois troublante, parce que l'innocence, ça veut dire qu'on ne sait pas, et donc on peut fantasmer aussi de manière parfois ridicule et parfois terrifiante sur ce qui s'est passé avant. Voilà. Et ça, je crois que c'est commun à tous les enfants, en fait, cette part de fantasme sur la vie des parents. Qu'est-ce qu'il fait? Pousse-toi, t'es trop bête. Qu'est-ce qu'ils nous cachaient? Alors moi, je ne peux pas parler des camps, vu que j'y étais pas. Mais je peux parler de ma vie avec un survivant, puisque c'est ma vie. Et la troisième et la quatrième génération auront un travail aussi à faire. Et c'est très bien que dans ce médium qui paraît à la fois tellement léger, l'animation c'est léger, c'est coloré, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas Shoah de Claude Lanzmann, d'accord? C'est pas lourd à porter. Si ça peut émouvoir, si ça peut apprendre, c'est merveilleux. À mon avis, c'est la meilleure pédagogie. Justement par le biais de quelque chose qui n'a pas l'air d'être en fait de la pédagogie, mais pourtant c'en est aussi. Et c'est très important de faire de la pédagogie. Et je pense qu'un livre et un film, ce sont des objets qui s'inscrivent dans la durée. Et ils sont complémentaires. C'est ça ton bateau? T'es vraiment un schmuck, toi. Viens voir, c'est tous les drapeaux dont je t'avais parlé. Il est allé dans plein d'endroits. Un vrai aventurier. T'as vu? Auschwitz. C'est là que Madame Blumenfeld va aussi. Quand Vera Velmont a lu le livre, l'année de sa parution, et qu'elle a annoncé à Dargaud qu'elle était intéressée à acquérir les droits pour l'adapter en dessin animé, je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas. Et ça m'a tellement surpris, et ça m'a tellement intéressé de voir ce qu'elle allait en faire. Regarde. On dirait papa. Et les autres, c'est qui? Sa famille, sûrement. Pourquoi ils nous les cachent? Regarde, là et là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, j'ai appris que mon histoire résonnait beaucoup avec la sienne. Elle était petite fille cachée pendant la guerre. Son père était un résident juif polonais communiste. Mon histoire et la sienne se faisaient écho d'une certaine manière. Et ce qu'elle a beaucoup aimé dans ce livre, c'est la manière dont je l'ai dessiné aussi. C'est la manière dont j'ai raconté en toute sincérité tous les ressentis que j'ai pu avoir. Ça n'a pas été une vie simple, hein, avec nos parents. Ma mère était réfugiée en Suisse pendant la guerre et mon père arrêté par la Gestapo en Belgique, seul survivant de sa famille. Donc elle a voulu vraiment aussi conserver l'esprit du dessin. Et c'est pour ça qu'elle a voulu faire un dessin animé alors qu'elle n'en avait jamais fait. C'est son premier dessin animé. C'est qu'on chante les trous et tremblants.
Michel, je t'ai servi, tu bois. Il y a des privations partout. Tu vas pas faire le difficile. Quand elle a coécrit avec Valérie Zenati, je connaissais un peu le travail de Valérie. J'ai senti que j'étais en de bonnes mains. Tout ce qu'elle m'a demandé, Vera, c'était de donner mon accord au scénario. Après, que je laisse faire. Parce que c'est vrai, moi, l'animation, c'est pas mon métier. Je suis juste un spectateur averti. Et après, quand je suis bien content, le studio d'animation de Marc Jousset a commencé à mettre mes images, à les redessiner pour les besoins du film, et que j'ai vu les premiers, comment j'allais être à l'écran, comment mon père allait être à l'écran, j'ai compris que la transposition d'un livre à l'écran, c'est pas copier-coller. Il faut transformer. Il faut transformer, et j'ai compris que toutes les métaphores et tous les détours qu'elles ont imaginés pour créer le même ressenti auprès des jeunes spectateurs que mon livre crée auprès des lecteurs plutôt adultes, c'était vraiment très très bien fait. Et j'ai dit, c'est parfait. Ce Michel-là, que je vais voir à l'écran, il me ressemble, mais c'est plus tout à fait 100% moi, et je suis content qu'il existe. Ton papa a mis religion juive en t'inscrivant. Tu ne dois pas suivre mon cours. Va jouer au foot. Ah, c'est chouette d'être juif. Ma bande dessinée s'adressait vraiment à un public plutôt adulte. J'avais pas des jeunes en tête quand je l'ai écrit, parce qu'il y a des choses un peu dures que je ne pensais pas raconter à des enfants, en tout cas même pas à des jeunes. Mais eux, elles, Valérie et Vera, elles voulaient que ce soit un film pour la jeunesse. Parce qu'elles pensent que c'est un thème qu'il est difficile d'expliquer et que le dessin animé était probablement le médium qui parle le plus aux jeunes d'aujourd'hui. Ils ont des images qui bougent et des dessins animés dans leur poche, sur leur smartphone, sur leur tablette, sur leurs écrans, partout dans la ville. Et c'est devenu une plateforme où on peut faire passer des tas de messages. Ce qui m'a particulièrement plu dans cette BD, c'est la complexité de ce qui est raconté. On est très loin des grands clichés sur le devoir de mémoire, le travail de mémoire, qui sont pour moi très contre-productifs et pas intéressants. Et on est très loin aussi d'une simplification de l'histoire qui serait une idéalisation des victimes. Et donc là, il y a une complexité et en même temps une fraîcheur et une humanité de l'histoire qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Allez, vas-y. Plus fort, elle t'entend pas. Non, vous allez pas me faire le coup à chaque fois que vous passez. Le docteur, c'est en face. Bon, ça va. Venez. Bah, venez. J'ai relié directement ce travail-là à mon travail de traductrice de l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Pas la traduction générale, mais la traduction de l'œuvre d'Aaron Appelfeld, qui est un écrivain dont l'œuvre tourne autour de la guerre, et avec cette idée que ce qu'on appelle le devoir de mémoire peut apparaître comme une contrainte, comme une injonction, et c'est en cela qu'il est pour moi contre-productif. En revanche, quand on revient à la dimension artistique et à ce que l'art peut dire de la guerre en général et des traces de la guerre sur ceux qui l'ont vécu, là, on touche à quelque chose qui me tient à cœur parce que ça reste une démarche qui est pour moi profondément humaniste et qui peut peut-être pousser à la réflexion que chacun peut avoir sur l'histoire de ses parents et la façon dont les parents, en général, ne peuvent pas raconter leur histoire ou ne peuvent pas bien la raconter à leurs propres enfants. Comment on se débrouille avec ces trous dans le récit. T'étais où pendant la guerre? Ah non, je n'avais pas recommencer avec ça. Mais de quel droit tu lis mon journal? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, là, il y a la trace de tes doigts. Et alors? J'ai le droit de savoir ce que tu fais et avec qui tu sors. T'es un flic? Non, je suis ta mère. Mais même dans des guerres plus contemporaines, comment ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine va rejaillir sur la prochaine génération? Personne ne le sait. Et il y aura des récits, et on a besoin de récits et d'art, pas uniquement de témoignages historiques. On a besoin de l'art pour toucher ces blessures et aussi la légèreté avec laquelle parfois les enfants, de manière qui nous désarçonne, peuvent prendre en charge cette histoire. Mais pourquoi vous avez tous des numéros sur les bras? Ton père t'a jamais parlé d'Auschwitz? Non, pourquoi? Moi, je sais que c'est un numéro de téléphone. Ah bon, tu crois? Vas-y,
Fais le numéro. On verra qui va te répondre. J'avais mis pas mal d'humour dans mon livre. J'avais un regard un peu amusé sur certaines choses de notre propre vie familiale. Et finalement, cet humour est aussi resté dans le film. Donc si un film comme ça, qui s'adresse à des jeunes, et que ça peut prolonger ce qu'on appelle en France le travail de mémoire, on ne sait plus très bien ce que c'est aujourd'hui. C'est devenu compliqué d'enseigner la Shoah dans certains lieux, certaines écoles, dans certaines régions. On a l'impression qu'on n'a plus envie d'en entendre parler, mais d'un autre côté, vous savez, les survivants, tôt ou tard, il n'y en aura plus pour raconter leur propre histoire. Et je pense qu'il incombe aux générations d'après de trouver les moyens de transmettre cette mémoire. Il n'y a plus d'abonnés à ce numéro. Il n'y a plus d'abonnés à ce numéro. Il n'y a plus d'abonnés à ce numéro. Le grand défi, c'était de la temporalité, comme souvent, parce que la BD s'étend sur quasiment 50 ans, avec des étapes de vie qui vont de la petite enfance à l'âge très adulte. Et on ne pouvait pas, dans un film, faire entrer cette temporalité-là. C'est pas une saga, c'est pas... Mais avant d'être vieille, t'as pas eu mon âge? T'as pas eu d'amis? Moi, à ton âge, je suis restée enfermée dans une cave avec mes parents. 2 ans. Tu sais quoi? T'as qu'à lire le journal d'Anne Frank, tu comprendras. Je lirai pas le journal d'Anne Frank, parce que moi je suis pas comme toi. Je lis pas les journaux des autres. D'emblée, il y avait l'envie de Vera d'aller vers l'enfance, mais on ne pouvait pas se cantonner à l'enfance. Donc la trahison peut être nécessaire, mais en même temps, on avait la confiance de Michel, et ça, c'était formidable, qui n'est pas du tout intervenu dans le scénario. La trahison a été de compresser 50 ans d'histoire sur une temporalité plus restreinte et plus fluide à la fois. Mais pour m'être auto-trahi moi-même en faisant mes adaptations, je pense que la trahison est souvent sur la forme et sur la temporalité et sur le rythme. Mais à partir du moment où sur le fond, on a les mêmes émotions, les mêmes mouvements, les mêmes questions, ce n'est pas une trahison douloureuse. Je pense que j'ai très bien fait de laisser faire. Parce qu'il fallait que Vera et Valérie sentent qu'elles pouvaient s'approprier mon récit et mettre un peu du leur. Et c'est ce qu'elles ont fait. Parce que Vera, étant enfant caché pendant la guerre, elle avait aussi des choses à dire. Elle a aussi un relationnel avec ses parents auquel le relationnel que j'ai eu avec mes parents a peut-être fait écho. Donc je sais qu'une adaptation, parce que j'ai déjà adapté en bande dessinée des choses qui n'étaient pas de moi, je sais qu'une adaptation, c'est d'abord parvenir à s'approprier l'œuvre d'un autre, la passer dans son moulinex et la ressortir sous une autre forme. Et j'ai laissé faire. Je pense que j'ai vraiment très bien fait et je m'en félicite, et surtout je me félicite du résultat qu'ils ont obtenu et des réactions que ça suscite. Et je souhaite vraiment que le film ait une grande visibilité parce qu'il est beau, il est bien fait et je pense qu'il peut apporter il a une valeur ajoutée sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas qui est très importante. Moi, quand j'ai découvert le film, j'ai été très agréablement surprise parce que, pour le coup, les scénaristes peuvent se sentir trahis après la réalisation. Et c'est la première fois de ma carrière de scénariste que je retrouve ce que j'ai écrit sans altération. Pour moi, c'est une heureuse surprise, finalement, l'existence de ce film aujourd'hui. Viens voir. Les scènes imaginées du film sont en écho aux scènes imaginées de mon livre, mais elles agissent parce que moi, quand je l'ai vu à Cannes, avec 200 lycéens dans la salle, qui étaient le jury de ce concours Écran Junior, j'étais touché comme eux. C'était la première fois qu'ils le voyaient, mais c'était la première fois que moi je le voyais. J'étais le spectateur de mon propre film auquel j'étais un petit peu étranger aussi. C'était quelque chose de très nouveau pour moi. Ah oui, oui, oui. Et je pense que l'émotion forte que j'ai ressentie a montré que le film était finalement bien fait. J'ai été bluffé. J'ai été bluffé par le film.